qu'elle soit théorique, elle va quand même vous permettre de comprendre un certain nombre de choses et comprendre pourquoi est-ce que vous avez l'habitude d'échouer pour la plupart qui ont déjà eu à se lancer. Bon, pour la petite histoire de la myciculture au Cameroun, elle existe depuis 1986. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas décollé comme d'autres secteurs d'activité mycicole? C'est tout simplement parce que nos aînés, comme j'aime bien les appeler, ont trouvé une niche qui les permettait de se faire du gain au détriment des apprenants. Donc, on va parler de plusieurs thématiques. On va parler des finances, on va parler de la composition du substrat, on va parler du rôle de la pasteurisation, on va parler de la meilleure façon d'ensemencer, on va parler de l'incubation, on va parler de la fructification. Et on va aussi parler de l'un des plus gros problèmes du myciculteur, la commercialisation. Donc, si je vais commencer par le premier point que j'ai mentionné, qui est les finances, je vais d'abord m'attarder sur pourquoi est-ce que vous échouez, quelles sont les erreurs en épucommerce et en myciculture. Euh, Plus de 80% des myciculteurs que j'ai déjà eu à rencontrer depuis que je fais la myciculture m'ont toujours branlé un business plan qu'on les a donné lors de leur formation qui devrait les permettre de gagner environ 914 500 et qu'ils devaient investir. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail de l'investissement, je vais m'arrêter uniquement sur les semences parce que c'est le plus gros facteur qui vous craignent à la chute. Donc, ils devaient investir en moyenne 234 500 francs sur l'achat des semences, qui était équivalent à 335 semences en raison de 700 francs la semence. Et quelle était la condition pour qu'on vende leur production après qu'ils se sont lancés? Ceux qui devraient acheter les semences chez le formateur. Or, le formateur le sait bien. Il a l'habitude de dire avec 335 semences, vous allez produire environ 960 kg de champignons. Il rachètera environ à, je crois que c'était dans les 1 million 200, 1 million et poussière qui devrait réacheter votre production. Mais à la seule différence, c'est quoi? C'est qu'en vous vendant la semence à 700, il prenait déjà 75% de vos bénéfices. Bon, on va partir d'abord avec les petits chiffres. Je vais prendre un petit exemple. Quelqu'un qui, comme quelqu'un m'a vu l'autre jour, me dit, il veut les semences B croiseur 4, forcément, ils vont tous mourir. Or, lors de la, lors de la colonisation de votre substrat, vous vous trouvez encore en train d'avoir des moisissures. D'où viennent ces moisissures? Est-ce que ça vient des bactéries que vous avez complètement tuées? Si vous avez tué les bactéries, ça veut dire que la moisissure ne devrait plus en principe avoir sa place. Or, moi je vais vous dire aujourd'hui, le véritable rôle de la pasteurisation, c'est de fragiliser le substrat. Fragiliser le substrat, pourquoi? Je vais prendre un simple petit exemple. Quelqu'un qui bout le maïs pendant 30 minutes et mange, l'autre qui bout le maïs pendant 1 heure de temps, vous allez vous rendre compte que celui qui mange le maïs, qui a bouilli le maïs pendant 1 heure de temps, mange facilement ce maïs sans toutefois avoir mal aux mandibules. C'est de cette même façon que le mycélium se comporte. Le mycélium a besoin de fragiliser, de décomposer son substrat avant d'évoluer. Et pour décomposer son substrat facilement, il a besoin d'un substrat fragile. C'est un peu, je vais encore prendre un autre exemple, c'est un peu comme quelqu'un qu'on lui donne un pain sec de manger et à l'autre on lui donne un pain mouillé de manger. Vous vous rendez compte que celui qui a le pain qui sera mouillé va manger facilement. Et je tiens à préciser que le mycélium en lui-même sécrète d'abord des enzymes. C'est ça qui lui permet de décomposer son substrat pour
pour pouvoir la coloniser. Ce qui fait que lors de la pasteurisation, vous n'avez pas bien fragilisé votre substrat, lui aussi il a la peine de la décomposer, il a la peine de consommer le substrat. Or, il est très important de décomposer le substrat, de fragiliser bien le substrat. Et pour fragiliser bien le substrat, ça ne demande pas un grand feu. Parce que je peux vous assurer qu'un grand feu ne prépare pas la nourriture, mais brûle la nourriture. Ça demande un feu constant. Voilà pourquoi moi, personnellement, chez nous, à l'EFA Group, nous, on pasteurise chez nous pendant 8 heures de temps. C'est pas pour dire que celui qui pasteurise pendant 4 heures de temps, il va échouer. Non. Mais celui qui pasteurise pendant 8 heures de temps, comme nous, gagne en jour. Vous remarquez que quand on fait souvent nos publications, on arrive à coloniser les semences en 15 jours. Maxi, 16-17 jours. Or, celui qui pasteurise pendant 3 heures, 2 heures, 4 heures de temps, arrive à coloniser les semences presque en 1 mois. C'est ça le rôle de la pasteurisation. Ça veut dire, plus je fragilise mon substrat, plus je colonise vite mon substrat. C'est très important. Ça veut dire, moins je fragilise mon substrat, plus mon mycélium a de la peine à décomposer ce substrat et il n'évolue pas très rapidement. Et j'espère que on se comprend. Il faudrait noter. On pourrait revenir à des questions et apporter un éclaircissement beaucoup plus avancé. Maintenant, quand on parle de l'ensemencement, quelle est la meilleure façon d'ensemencer? Je vais déjà vous dire que ce qui nous a permis d'arriver au niveau où nous sommes en myciculture, c'est parce que on a su prendre notre substrat comme la nourriture. Donc, on a changé notre substrat par la nourriture que nous préparons à la maison et on a changé notre mycélium par notre bouche qui mange cette nourriture-là. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne? Lorsque je prépare la nourriture, comment est-ce que ça se gâte? Ça se gâte parce qu'il fait très chaud. Ça apporte la moisissure parce qu'il fait très chaud. C'est pareil avec le mycélium. Dès que j'ensemence mon mycélium sur mes ballottes, je mets en incubation, ça se gâte à cause de la chaleur. Parce que ça commence à sécréter la moisissure. Ça commence plutôt à développer la moisissure. Or, quand je vais garder ma nourriture pour qu'elle ne se gâte pas facilement, soit je vais le mettre dans un milieu frais, quelque chose que nous tous, nous n'avons pas cette possibilité-là. Soit encore, quand je vais manger ma nourriture pour qu'elle ne se gâte pas vite, je dois manger seul dans mon plat. C'est aussi important. Je vais y arriver. Pourquoi est-ce que je dis je vais manger seul dans mon plat? Parfois, lors de l'ensemencement, il y a beaucoup de personnes qui mélangent la bassine, qui travaillent sur le même bassine ensemble. Donc, ils mettent la main, l'autre met la main, l'autre met la main. Et puis, quand ils partent mettre en incubation, toutes ces manipulations-là, c'est ça qui apporte, qui développe aussi très vite la moisissure. Surtout pour ceux qui ensemencent comme nous, parce que vous savez, nous on ensemence pas, on ne prend pas la ballotte, on coupe le mycélium et on met dans la ballotte. Non. Nous, quand on veut ensemencer, on prend les ballottes, on verse dans une bassine, on enlève la semence, on reverse dans cette même bassine et on tourne avec nos mains. Ça veut dire, quand on le fait, on doit être seul propriétaire de cette bassine-là. Parce que si plusieurs personnes touchent au moment de coloniser, vous aurez plus de chances d'échouer. Mais si vous travaillez seul, en ce moment-là, vous avez plus de chances de réussir lors de la colonisation. Maintenant, cette façon d'ensemencer est avantageuse. Pourquoi? Parce que, le mycélium est mélangé avec notre substrat. Ce qui fait que quand le mycélium commence à se lever pour coloniser nos ballottes, il se lève une fois
et partout au même moment sur la ballotte. Or, dans vos différentes techniques d'ensemencement, vous prenez la semence, vous mettez au-dessus d'une ballotte, le mycélium se trouve en train de se propager lentement du haut vers le bas en fonction de comment est-ce que vous avez ensemencé. Or, dans notre façon d'ensemencer, le mycélium se retrouve complètement dans la ballotte. Ça se retrouve complètement dans la ballotte. Et je pense que, bon, je ne dis pas que votre façon d'ensemencer est mauvaise, hein. Ça, c'est ce qu'on vous a appris. Mais quand on veut faire aussi évoluer la technologie dans ce qu'on fait, on peut aussi voir une autre façon, se pencher sur d'autres méthodes. Et ça, c'est la méthode que nous avons pratiquée chez nous et qui marche très bien. Et nous ensemençons aussi avec de l'eau. Quand nous ensemençons avec de l'eau, le rôle principal, c'est quoi? On ensemence avec de l'eau tout simplement parce que on veut garder une certaine température sur la ballotte. On veut garder une certaine température. Donc, pour dire quoi? Tout à l'heure, on vous a dit, quand vous envoyez vos ballottes en incubation, c'est la chaleur qui garde vos ballottes. Or, quand vous avez ensemencé avec de l'eau, la température externe est complètement différente de la température de la ballotte. Complètement différente. Or, quand vous ensemencez avec de l'eau, ça garde la ballotte... ça garde la ballotte assez humide. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Ça garde la ballotte assez humide et puis ça évolue très bien. Mais sauf que pour ceux qui ensemencent avec de l'eau, il y a la quantité d'eau aussi qu'il ne faut pas mettre. Hein, parce que plus vous allez dépasser la quantité d'eau, je peux vous assurer que ça serait un échec total. Donc il y a une quantité d'eau qu'il ne faudrait pas déborder. Maintenant, quand on parle de l'incubation, bon, c'est vrai qu'on nous a tous dit que l'incubation, c'est le noir. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que le mycélium ne fait pas la différence entre l'obscurité et la lumière. Non, ce n'est pas l'obscurité ou la lumière qui fait coloniser le mycélium. Parce qu'on nous a toujours dit, quand on met les ballots dans le noir, c'est où ça colonise plus rapidement. Mais en principe, quand on construit notre salle d'incubation, qu'est-ce qu'on fait généralement? Quand on ferme partout, on garde une certaine température dans la salle. Ça veut dire que la température peut être chaude, la température peut être froide. Ça veut dire qu'on a gardé une certaine température par rapport à notre environnement. Ça veut dire qu'on a barricadé partout. Généralement, même, il fait moins chaud. Il fait moins chaud. Mais, pour celui qui a fermé partout et qui a mis ses ballots dans le noir, le problème que beaucoup rencontrent souvent, selon les différents championniers que j'ai eu à visiter, c'est que les salles d'incubation sont souvent très petites. Ils ne respectent pas les conditions d'incubation. Pour réussir ces conditions d'incubation, il faut tenir compte de plusieurs paramètres. Il faut déjà tenir compte de le niveau de degré qu'il fait dans votre environnement. Si dans votre environnement il fait plus chaud, ça veut dire que dans vos conditions d'incubation, vous devez encore mettre moins de ballottes que celui chez qui il fait plus froid. Je m'explique. Si j'ai une salle d'incubation de, je dis n'importe quoi, 5 mètres carrés, et que je peux mettre peut-être 10 ballottes par mètre carré, ça veut dire que j'aurai 50 ballottes dans ma salle d'incubation. Ces 50 ballottes vont changer la température de votre salle d'incubation. Ça veut dire que si votre température ambiante à l'origine est très chaude, il fera encore beaucoup plus chaude dans votre salle d'incubation et ça va vous gâter les ballottes. Forcément, vous devez attraper la moisissure. Or, si dans votre température ambiante, il fait froid, il pourra arriver que votre salle d'incubation peut prendre plus de 50 ballottes.
il faut tenir compte de ça. Quand on fait une salle d'incubation qu'on ferme complètement, il ne faut jamais commencer à bombarder un maximum de ballots parce que je vois souvent quelqu'un s'engage à faire 1000 ballots, mais sa salle d'incubation est assez petite. Après, il se plaint que c'était l'échec total. C'était l'échec total tout simplement parce que ça a dégagé, le plastique dégage la chaleur. La salle a commencé à dégager la chaleur et puis la moisissure a suivi. Or, s'il avait commencé peut-être petit, en évaluant quel est le nombre le degré de ma température ambiante, il aurait peut-être mis moins de ballots ou encore il aurait fait une salle beaucoup plus grande, une salle d'incubation beaucoup plus grande. Ça, c'est l'une des raisons qui fait en sorte que beaucoup de personnes échouent en salle d'incubation parce que les salles d'incubation est très petite par rapport aux ballots qu'ils mettent à l'intérieur. Maintenant, chez nous, par exemple, nous n'utilisons plus la salle d'incubation. Et ça a son avantage. Hein? On n'utilise plus la salle d'incubation. Pourquoi? On utilise plus la salle d'incubation pour éviter de concentrer la chaleur dans notre salle si on a mis plus de ballots qu'il en fallait. Et celui qui met, comme je disais, j'ai pris l'exemple sur 50 ballots et que la température ambiante est chaude. Il va se retrouver en train d'échouer complètement. Or, celui qui a une salle ouverte, l'air va passer et ce n'est que la température ambiante qui va gérer sa salle d'incubation. Et celui qui est ensemencé encore avec de l'eau, il va se retrouver en train d'avoir une ballotte beaucoup plus humide que celui qui se retrouve dans une salle fermée et qui dégage la chaleur. Pour dire quoi? Pour dire que vous soyez dans le noir ou que vous soyez dans la lumière, si je dois dire ça comme ça, ça ne va pas empêcher que vos mycélium colonisent. Mais, par contre, si vous êtes dans une salle d'incubation dans le noir et que vous ne respectez pas un certain nombre de conditions, je peux vous assurer que vous allez perdre vos ballots parce que ça va dégager de la chaleur et ça va créer de la moisissure. Comme tout à l'heure, j'ai dit, nous on prend le mycélium pour notre bouche et le substrat pour la nourriture. C'est-à-dire, quand la nourriture se retrouve dans un milieu chaud, c'est aussi comme ça qu'il se gâte facilement. Or, quand il se retrouve dans un milieu froid, je crois que nous tous on sait que la nourriture se conserve mieux quand il fait frais. C'est pareil avec le mycélium. Donc, faites très attention à vos salles d'incubation. Celui qui doute que sa salle d'incubation remplisse un certain nombre, moi je vais le conseiller de ne pas fermer et ne pas le mettre dans le noir. Ça va lui donner beaucoup plus de chances de réussir dans la mycéculture. Maintenant, quand on parle de la fructification, déjà le mycélium fructifie aussi dans les températures basses, donc entre, je vais dire, 13 à 20 degrés. Elle fructifie beaucoup plus vite. C'est-à-dire, tous les 7 jours après avoir récolté, vous pouvez vous retrouver en train d'avoir une nouvelle récolte de champignons. Et quand la température est beaucoup plus élevée, elle fructifie moins vite. Mais ce n'est pas la seule chose qui fait fructifier le mycélium. L'une des paramètres très importants qui fait fructifier le mycélium, c'est l'oxygène. C'est-à-dire, je me retrouve souvent, parfois dans certains champignonniers, ce n'est pas assez aéré. Et c'est un problème. Quand le mycélium ne respire pas, elle ne se développe pas vite. Quand le champignon, autant pour moi, ne respire pas, il ne se développe pas vite. Et les premiers champignons à pousser peuvent empêcher les seconds champignons de pousser. Comment? Vous qui cultivez déjà, vous vous rendez souvent compte que quand vous entrez dans votre salle de fructification, vous voyez les spores, le carbone que le champignon dégage, une fumée blanche. Ça veut dire quoi? Les premiers champignons à pousser, si la salle n'est pas assez aérée pour faire sortir facilement ce carbone-là, ça va étouffer les prochains champignons, les prochains prémondiaux et autres de ne pas pousser. C'est très important. Maintenant, hormis ça, il y a ceux qui ont souvent les problèmes, mais primordiaux sèches.
Pourquoi est-ce que les primordiaux sèchent? Les primordiaux sèchent généralement pour deux raisons. La première raison qui est la plus fréquente, c'est que vous avez arrosé les primordiaux. Quand on arrose les primordiaux, ça boit beaucoup d'eau et par conséquent, ça ne se développe pas, ça sèche, ça meurt. Et la deuxième raison qui fait sécher aussi les primordiaux, c'est que ça a attrapé des asticots. Les asticots ont bouffé l'intérieur des primordiaux et ça a séché de l'extérieur et c'est mort. Je crois qu'il y a beaucoup qui se sont déjà rendus compte que parfois, quand ils récoltent le champignon, il y a des asticots pleins à l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'il y a des asticots pleins à l'intérieur? Généralement, ça vient lors de l'ensemencement. Soit vous avez ensemencé, il y avait beaucoup de mouches qui sont baladées tout autour, ou encore quand vous avez stocké vos ressusciterats, que ça refroidisse, les mouches ont défaqué à l'intérieur. C'est-à-dire même quand vous stockez vos ressusciterats, évitez de les ouvrir pour éviter que les mouches ne déposent les larves. Parce que quand les mouches vont déposer les larves, bien que le mycélium va se développer, ça va coloniser, vous ne serez pas à l'abri des asticots. Et si vous êtes déjà attaqué par les asticots dans vos ballottes, forcément vous ne deviez pas avoir de récolte parce que tous vos primordiaux seront bouffés par des asticots. Maintenant, on va parler un peu de la commercialisation. Je crois que c'est la partie que j'aime le plus. J'aime ça le plus parce que c'est l'une des parties qui tue le myciculteur. Parce que le myciculteur se retrouve en train d'acheter les semences à 700 n'importe comment parce que dans le contrat d'achat, comme on l'a dit, c'est que pour que je réachète tes champignons, tu dois acheter les semences chez moi. Et on lui fait comprendre que sur une ballotte, il va récolter 1 kg de champignons. S'il vient nous vendre à 15 000 le champignon sec, il va s'en sortir. Or, la plupart des myciculteurs ne voient pas 1 kg de champignons par ballotte. Raison pour laquelle, à un moment, il se retrouve que si je m'en vais vendre mon champignon à 5 000, à 15 000 sec, autant pour moi, je n'entre pas dans mes frais. Et pourtant, pour celui qui commence où il faut, il peut vendre son champignon à tous les prix et il se fait de bénéfices. Je vais faire un petit calcul pour vous. Celui qui commence par exemple par la B0 et qui achète une B0 à 10 000, le coût de multiplication de la B0 est de 400 francs, qui est le maïs, parce qu'on divise une B0. Bon, je vais négliger le feu parce que je ne peux pas évaluer le coût du feu ou du gaz exactement. Donc, je vais m'arrêter uniquement sur le substrat. Donc, le coût de multiplication du substrat est de 400 francs. Et quand il fait 4B1, les 4B1 pour celui qui fait les multiplications par 15, le coût de multiplication est de 3000 francs. 3000 francs pourquoi? On achète généralement un sac de rafle de maïs à 5000. Et le sac qu'on achète à 5000 nous donne en moyenne 150 semences. Or, quand on fait 4B1, pour celui qui fait les multiplications par 15, il va avoir 60 semences, ce qui va faire en moyenne 3000. On laisse, je n'ai pas voulu entrer dans les virgules, donc il va faire en moyenne 3000. Et s'il quitte de 60 semences, il fait encore les multiplications x 15, il va se retrouver en train d'avoir 900 semences avec un coût de multiplication de 45 000. Le total qu'il aura dépensé pour avoir 900 semences sera de 58 400 francs. Or, par contre, tous les business plans que vous avez généralement en formation, on vous vend 335 semences à 234 500. Soit 4 fois plus cher que le prix de 900 semences. Et 900 semences est 3 fois plus. Donc, vous avez encore 3 fois plus de semences que celui qui a acheté 335 semences. Ça veut dire, moi, j'ai multiplié mes semences à 58 000.
vous avez acheté 350, 330 semences chez vos coformateurs à 240 000. Vous voyez il y a d'abord une grosse marge pour celui qui achète les semences, c'est les 700 francs qu'il paye. Et la possibilité même de réussir sa production et de vendre ses champignons au prix de la ménagère ne devient pas évident. Parce que comme on vous a dit, notre objectif c'est de mettre le champignon dans le panier de la ménagère. Et pour mettre le champignon dans le panier de la ménagère, il faudrait que le prix soit au prix de la ménagère. Parce que si la ménagère n'est pas capable d'acheter vos produits, c'est peine perdue. Or, celui qui achète les semences à 234 000, il ne pourra pas mettre son champignon dans le panier de la ménagère. Son champignon sera un produit de luxe. Or, celui qui multiplie ses semences et qui dépense 58 400 et qui a 900 semences, je peux vous assurer que j'aime souvent prendre le plus petit niveau. Ça veut dire quoi? Il récolte 400 grammes par ballotte. Il ne récolte pas 1 kilo. Celui qui a fait une semence par ballotte, parce que c'est vrai aussi qu'en formation, on nous dit on met des 1000 semences par ballotte, quelque chose qui, je ne suis pas aussi de leur avis, parce que il faut avoir un certain pourcentage d'ensemencement pour avoir une colonisation rapide. Moins vous ensemencez, moins la colonisation est rapide. Plus vous ensemencez, plus la colonisation est rapide. Donc je vais prendre seulement le cas de celui qui met une semence par ballotte. Celui qui met une semence par ballotte se retrouve en train de faire 900 ballottes. Et celui qui récolte 400 grammes par ballotte sur 900, il aurait récolté 360 kilos de champignons. Je prends maintenant quel est le coût de substrat de 900 ballottes. Sur un sac de rafle de maïs, on sort généralement 30 ballottes. Ça veut dire qu'il va acheter 30 sacs de rafle de maïs qui aura un coût de 150 000 plus les 58 400 pour la semence qui va lui faire un total de charge de 208 000. Maintenant, on a dit on va partir sur la récolte minimum qui sera de 400 grammes par ballotte, qui nous a fait 360 kilos de champignons en récoltant 400 grammes par ballotte. Et je crois que c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous est capable de faire, récolter au moins 400 grammes par ballotte et non se fier à 1 kilo par ballotte que beaucoup n'arrivent pas à faire. Maintenant, si je récolte 400 grammes par ballotte et que je vends, je dis n'importe quoi, je vends mon champignon à 1000 francs le kilo. Ça veut dire que j'aurais vendu mon champignon à 360 000 pour un coût de production de 208 000. Ce qui fait que j'aurai un pourcentage de bénéfice de, je vais un peu calculer, j'achète à 360 000, je vends à 360 000 et j'achète à 200, je dépense 208 400. Ce qui me fait avoir un pourcentage de 42% de bénéfice en vendant mon champignon à 1000 francs. Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre par là? Pour dire que si on veut attaquer le marché de la ménagère, on doit savoir comment se positionner. Celui qui veut se positionner peut-être dans l'industrie du champignon, il sait que, ok, je vise le minimum. Si j'ai 400 grammes par exemple de champignons par ballotte et que je vends à 1000 francs, j'ai 42% de bénéfice. Ça, c'est déjà un pourcentage qui est assez colossal qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de produits. J'ai 42% de bénéfice et je produis en masse. Quand je produis en masse, je me crée un réseau de distributeurs.
Ça veut dire, c'est pas moi qui va sur le marché pour vendre mes champignons, mais je sais que, ok, comme je vends peut-être à monsieur X à 1000 francs, monsieur X en allant sur le marché doit vendre peut-être à 1500 ou 2000. On va arriver, c'est que quand il dit souvent que le kilo de champignons peut se vendre à 1000 francs, ça fait souvent les palpitations. Mais au moment de la commercialisation, on va parler. Je voulais continuer encore sur le même détail. Celui qui récolte 60 grammes de champignons par ballotte, chose encore qui est très possible chez le myciculteur. Sur 900 ballottes, il va se retrouver en train de faire 540 kilos. Et celui qui fait 540 kilos fois 1000 francs, ça fait qu'il aurait une production de 540 000 pour avoir dépensé 208 400. Ça veut dire qu'il pourrait se faire un bénéfice de 330 000. Or, en formation, qu'est-ce qu'on nous fait croire? On nous fait croire que non, le champignon est un produit de luxe. Nous, on a le marché des Chinois. Ça, c'est un marché que ça me dépasse même souvent parce que le marché des Chinois, quand on dit qu'on livre en conteneur chaque jour, on ne voit personne qui produit le champignon là. Moi, ça me dépasse. On a un marché de conteneurs des Chinois, on a les marchés au Gabon. Donc, on vous donne toujours les marchés que vous ne pouvez pas vérifier. Moi, j'ai fait le tour des boutiques des Chinois à Yaoundé. Bien que je savais déjà à quoi m'attendre, mais je partais pour confirmer ce que je savais déjà. Quand je faisais le tour des boutiques des Chinois, vous savez que moi, je vends mon champignon frais. Je n'aime pas sécher le champignon. J'ai fait les paquets de champignons de 500. Chaque fois quand j'entrais dans une boutique, bon, ils me parlaient en chinois, moi je ne comprenais pas. C'est dans une autre boutique, un de les employés m'a dit qu'il me pose la question si mon patron est chinois. Et nous savons tous que même la cigarette que le chinois fume ici au Cameroun vient de la Chine. Ça veut dire qu'il garde l'argent, comme on dit souvent, l'argent reste en famille. Comment se fait-il que le chinois qui est l'un des premiers producteurs de champignons et qui a la faculté de faire garder son argent en famille achète les conteneurs de champignons à un tiers camerounais? Moi, ça c'est une question qui m'a dépassé. Et comme j'ai dit, j'avais deux questions que les Chinois là me posaient. C'était ton patron est chinois. Et la deuxième phase, c'était quoi? C'était croix à 1000 francs. J'avais fait les paquets de 500, mais ils me demandaient croix paquet à 1000 francs. Ils disaient que, mais attends, je viens avec le champignon. Quand je regarde même le coût de l'emballage que nos champignons coûtent, il dit croix à 1000 francs, croix à 1000 francs. Je peux vous assurer que sur toutes les boutiques du marché central, je suis parti à la carrière de Komtou. Je vous assure que je n'ai pas vendu le champignon de 2000. Or, c'est le plus gros marché qu'on nous prend lors des formations pour nous dire on évacue les champignons en conteneur chez les Chinois. Or, par contre, chez nous à l'EFA Group, nous travaillons le marché avec nos différents partenaires. Et on va parler ici un peu de plusieurs marchés. J'ai dit à un moment ici là que celui qui veut vendre le champignon, ça dépend de comment est-ce qu'il va se positionner. Je peux me positionner comme un industriel et je crée les distributeurs. Et celui qui crée les distributeurs n'a pas besoin d'augmenter sa charge de distribution. Je prends un simple exemple. Le champignon se mange beaucoup en brochette. Mais pour vendre son champignon en brochette, est-ce qu'il faut recruter les gens qui vont briser les brochettes? Non. Je ne pense pas que c'est la stratégie qui va aider le myciculteur parce que ça va déjà d'abord lui demander un coût et il n'est même pas sûr que ça va marcher d'un coup. Mais pour celui qui veut vendre le champignon en brochette, s'il prend par exemple son champignon, il fait les brochettes, il s'en va voir tous ceux qui font déjà les brochettes de porc, les brochettes de poulet, les brochettes de ceci, et il propose ses services. Il dit, pour un premier temps, vu qu'on veut s'intégrer dans le marché, on dit ok, je vous donne la brochette de champignons à 50 francs. Je dis n'importe quoi, hein. Je vous donne la brochette de champignons à 50 francs, vous vendez à 100 francs. Je passe prendre
l'argent sur ce que vous avez vendu et je rentre avec ce que vous n'avez pas vendu. Je ne vois pas quel commerçant va refuser ce genre de truc. Ça veut dire il ne dépense rien, on lui donne les brochettes, il brasse, ce qui ne vend pas, vous venez prendre, ce qui vend, vous encaissez de l'argent. Dès lors, vous prenez cette méthode-là pour intégrer le marché. Dès que vous avez intégré le marché, vous voyez que ça commence à passer, ça commence à passer. Un jour, vous arrivez, vous lui dites que bon, maintenant, là, il faut commander exactement ce que vous pouvez vendre parce qu'on ne fait plus les retours. Si le marché passe déjà bien, il ne peut pas vous abandonner parce qu'il sait qu'il se fait du beurre dans ce business. Ce qui fait que il va continuer à prendre, mais il va commander maintenant ce qu'il est sûr de vendre. Et vous ne serez plus en train de récupérer les retours. C'est comme ça que le marché, un secteur d'activité pourrait se développer et faire connaître le champignon à beaucoup de personnes. J'aime souvent dire aussi que pour vendre le champignon, toujours dans le même cadre de la distribution, vous remarquez souvent dans les boutiques, vous voyez les seaux transparents où on met les camas, on met les madeleines et autres. Vous pouvez employer la même logique. Vous faites le champignon au pili-pili. Les pili-pili au champignon, autant pour moi. Tous ceux qui mangent les pili-pili aujourd'hui savent que c'est fait soit avec de la viande, soit avec du poisson, soit avec des carottes uniquement. Or, si aujourd'hui vous faites les pili-pili avec du champignon, vous mettez dans les différentes boutiques, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire que dans son quartier, il n'y a pas une boutique avec plein de seaux à l'intérieur. Je doute fort. Si vous avez peut-être même 10 boutiques, que vous mettez 10 pili-pili par boutique, vous serez en train de vendre peut-être 1 kilo de champignons par jour. Je ne sais pas trop combien. Ça, ce sont les petits marchés que j'aborde d'abord. Vous serez en train de vendre peut-être 1 kilo de champignons par jour. Et vous ne serez pas en train de vous faire le bénéfice seulement sur les champignons, mais vous ferez aussi le bénéfice sur les pili-pili, sur la farine, parce que vous n'allez pas donner la farine pour rien. C'est un moyen pour évacuer vos champignons. Maintenant, pour l'instant, le plus gros marché des champignons, comme j'aime souvent dire, c'est la femme. C'est la femme pourquoi? Dans les habitudes de nos sœurs à la maison, de nos mères, de nos femmes, c'est qu'ils font au moins 1, 2, 3 réunions qu'ils reçoivent à la maison. Ça, je l'ai vécu chez moi-même. La première fois que ma femme avait reçu la réunion, je lui avais donné les champignons qu'elle prépare. Elle fait un rôti aux champignons. Et je lui ai fait 30 paquets de champignons frais. Quand les gars sont arrivés à la réunion, ses collègues, ils ont mangé. Ils ont apprécié. Et dès lors ils ont apprécié, on les a présentés que non, c'est disponible. Hein. Il y a les champignons. Je vous assure que sur les 30 paquets, nous avons vendu 25. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, quand une femme voulait maintenant organiser la réunion, vu qu'elle est dans la réunion, elle contacte déjà celle qui va organiser la réunion que tu ne peux pas les champignons à la réunion. C'est déjà comme ça que le marché décolle. Chaque fois qu'elle part à la réunion, c'est comme ça qu'elle part avec les paquets de champignons. Et ça permet en sorte que vous pouvez évacuer facilement vos champignons. Et c'est un marché même qui peut être très large. Très large comment? Pour dire, vous pouvez impliquer maintenant d'autres personnes pour vous aider à commercialiser vos champignons dans leur réunion. C'est-à-dire, si j'ai ma soeur ou l'ami de ma soeur, je dis ok, si tu vends le champignon, par exemple, je fais les paquets de 500. Si tu vends un paquet de champignons de 500, tu as peut-être 100 francs ou 150 francs de bénéfice. Non, elle va s'appliquer. Vous allez vous rendre compte que vous serez en train de vendre énormément du champignon dans les réunions. Et je peux vous assurer, c'est un très gros marché. C'est un très gros marché, vendre les champignons dans les réunions. Actuellement, c'est le plus gros marché des champignons qui est déjà travaillé. En fait, qui n'est pas difficile à travailler, qui est facile à travailler. Maintenant, je sais qu'on a souvent l'habitude de dire on vend les champignons dans les restaurants, on vend les champignons dans les supermarchés. Mais je suis presque sûr que moi, en fait, personnellement, quand je me balade dans les supermarchés, je vois presque pas les champignons. Je ne suis pas encore entré vraiment dans un supermarché, j'ai vu le champignon au rayon. Je me demande que tous ceux qui disent qu'on vend le champignon dans les supermarchés, là, ils exposent ça dans quel supermarché?
Et encore même, si c'est même le cas, parce qu'il y a quand même certains supermarchés qui ont les champignons, c'est pas pour dire qu'il n'y a aucun supermarché qui a le champignon. Maintenant, le cas même où il faut vendre le champignon dans les supermarchés, combien de personnes auraient la relation pour faire entrer son produit dans un supermarché? Nous savons tous comment ça marche. Soit il faut connaître quelqu'un qui est responsable dans ce supermarché pour qu'on puisse te donner l'accès à déposer ton produit. Ça, c'est un. Deux, je prends un peu par exemple le cas de Santa Lucia, que je connais un peu beaucoup de personnes là-bas. Celui qui déposait ses champignons à Santa Lucia déposait en tant que dépôt-vente. Ça veut dire que si tu n'as pas le capital déjà et tu attaques les supermarchés, tu es mort. Parce que si tu fais il y a dépôt-vente et que il faut qu'on te paye après qu'on ait vendu, à quel moment tu vas continuer à produire? Ça devient un problème. Je ne pense pas que pour le moment, notre cible devrait être les supermarchés. Parce que vendre en dépôt-vente, il faut avoir un certain capital pour pouvoir déposer ses champignons dans un supermarché et continuer à produire. Je prends aussi, on parle souvent, généralement des restaurants. Combien de restaurants pourront acheter vos champignons? Combien de personnes connaissent quelqu'un dans un restaurant qui peut lui faire intégrer le restaurant facilement? Sur 1000 myciculteurs, je vous assure qu'il ne peut pas avoir 10% des myciculteurs qui vont intégrer les restaurants. Or, par contre, on néglige la femme qui fait le tourneau d'eau. Si vous partez voir les femmes qui font le tourneau d'eau, vous les proposez vos champignons. Déjà, quand vous arrivez chez une femme qui fait le tourneau d'eau, la personne que vous voyez, c'est la personne même qui prépare. Vous commencez à lui couvrir une astuce que, ok, ma mère, je vous laisse le champignon peut-être à 1500 le kilo. Tout en sachant que quand elle vend, elle va se faire un bénéfice. En fait, vous l'encouragez à prendre vos champignons. Vous allez vous rendre compte que ça va se propager plus rapidement parce que beaucoup de personnes mangent, les ménagères, les gens qui... comment ils veulent dire ça? La basse classe mange dans les tourneaux d'eau. Quelqu'un peut-être, je dis n'importe quoi. Moi, je m'en vais aujourd'hui, je mange un tourneau d'eau, j'ai mangé un bon rôti de champignons. Demain, j'aurais bien envie que ma femme prépare aussi ce champignon-là. Voilà pourquoi il faudrait attaquer des secteurs d'activité qui vont nous rapprocher de plus en plus vers la ménagère. Si on attaque les secteurs d'activité comme les tourneaux d'eau, quand on veut vendre nos produits, vous voyez que, c'est facile de convaincre une mère qui fait le tourneau d'eau de prendre vos champignons. Un autre secteur encore, les cafétérias. Je ne sais pas si vous le savez, vous pouvez manger le champignon dans les omelettes. Vous pouvez manger le champignon avec le sauté. Il suffit seulement que celui qui fait le cafétéria trouve son gain dans ce que vous venez lui proposer. Je peux vous assurer qu'il ne va pas manquer de prendre vos champignons. Il suffit seulement que vous donnez les astuces, comment est-ce qu'il va commercialiser. Dans le sauté déjà, il peut vendre bien son champignon. Si le prix est abordable, il va laisser la sardine. Parce que tout commerçant valorise le produit qui lui donne l'argent. C'est-à-dire que s'il gagne plus en faisant le sauté aux champignons que le sauté sardine, quand le client va venir, il va dire non, je n'ai que le sauté aux champignons. Et nous tous, on sait que le champignon est bon. C'est-à-dire quand le client va goûter une fois, il ne va même plus manger le sauté sardine. Vous arrivez, vous lui dites que vous pouvez bouillir légèrement le champignon et vous faites même la salade aux champignons. Donc, il peut avoir 3 menus. Il peut faire les omelettes aux champignons, il peut faire la salade aux champignons et il peut faire le sauté aux champignons. Et imaginez-vous un seul instant que vous avez seulement 10 cafétérias qui vous prennent seulement demi-kilo de champignons chaque jour. Et que vous allez vous retrouver en train de vendre 5 kilos de champignons facilement. Et là, ce sont les secteurs d'activité qui n'impliquent pas le ministère du Commerce. Parce que le plus gros marché des champignons que nous avons exploré, pour l'attaquer, il faut remplir certaines normes. Il faut déjà avoir un registre de commerce et remplir un contrat avec la norme. Et ce plus gros marché des champignons est les poissonneries.
Imaginez-vous combien de personnes entrent dans les poissonneries pour acheter le poisson. Et qu'ils arrivent un jour dans une poissonnerie, voient un rayon champignon dans cette poissonnerie-là. Et que le prix est abordable. Parce que quand on vend nos champignons à 500, on vend 200 grammes à 500. Ça veut dire, ça revient sur le kilo même à 2500. Là, c'est pour le consommateur final. Mais quand on livre à celui qui fait la poissonnerie, le prix est beaucoup plus bas. Mais sauf que, quand je dis il faut impliquer le registre de commerce, la norme, c'est que dans certaines poissonneries, on ne va pas vous accepter tout simplement parce qu'ils vont dire quand les contrôleurs vont passer, on va nous déranger, les contrôleurs, et nous savons comment les contrôleurs se comportent dans notre pays. Or, si vous avez un document qui l'autorise de vendre vos champignons, quand le contrôleur va passer, il va présenter juste le document et on ne va pas le déranger. Et il ne va même pas manquer de prendre vos champignons parce qu'il va savoir que non. C'est facile à imaginer, vous un peu, vous avez fait les paquets de 500 et que vous laissez peut-être à 350. Dès qu'il vous prend 10 paquets là, ce n'est que 3500. Dès qu'il vous prend 20 paquets, ce n'est que 7000. Donc le coût d'achat n'est pas élevé. Ça veut dire qu'il prend ça facilement. Bien aussi, certaines personnes peuvent ne pas encore avoir ces papiers et travailler avec certaines poissonneries parce que nous, il y a certaines poissonneries qui nous ont acceptés, avec qui nous travaillons. Et on sait aussi comment est-ce que nous gérons avec eux. Quand on sait que c'est la période de contrôle, on essaie de ne pas être régulier dans les livraisons. On arrête un peu les livraisons, mais quand ce n'est pas la période de contrôle, on continue. On continue à livrer en attendant qu'on va commencer à remplir toutes ces normes-là et on va pouvoir maintenant se déployer dans autant de poissonneries que possible. Et c'est un marché que j'ai dit, ça aura une capacité de vendre plusieurs tonnes, même 10 tonnes de champignons par jour, c'est petit. Parce qu'imaginez-vous, dans tout le Cameroun, vous pouvez trouver combien de poissonneries. Et il y a les poissonneries qui nous vendent les 3, 4, 5 kilos de champignons par jour. Donc vous avez seulement 10 poissonneries qui arrivent à vous vendre 1 kilo. Je vais prendre le minimum. Vous avez 10 poissonneries qui arrivent à vous vendre 1 kilo par jour. Vous voyez que vous serez capable de vendre au moins 10 kilos de champignons. Vous n'aurez pas besoin de vos coformateurs. Vous n'aurez pas besoin qu'on vous promette d'acheter vos produits. Vous savez que non, dès que je me lance, je sais comment vendre. Dès que je me lance, je prends un peu l'exemple. Quand quelqu'un est ancré Simbok, il doit venir vendre le champignon en Goussou. Parfois même il réfléchit, voir le transport, c'est pénible. Ou encore, est-ce que quelqu'un qui est ancré Simbok et que c'est en Goussou qu'on vend le champignon, quelqu'un va payer la voiture, venir en Goussou pour acheter le champignon? Le succès d'un produit, c'est sa proximité avec le client et sa constance sur le marché. Là, c'est encore l'un des grosses erreurs capitales que les myciculteurs font. Les myciculteurs ne font pas des productions pour être constants. Un myciculteur qui a une championnière, par exemple, je dis n'importe quoi, de 1000 ballots, il va se lancer à produire 1000 ballots une fois. Dès lors où il va récolter, je dis n'importe quoi, peut-être 10 kilos, 20 kilos de champignons, il n'a pas le client qui va acheter les 20 kilos de champignons là une fois, il va sécher. Or, celui qui sait que je dois être constant sur le marché, au lieu de produire 1000 ballots une fois, il dit quelle est la durée de production d'une ballotte. Si elle est de 2 mois, il divise 2 mois. 2 mois combien de semaines? 2 mois à 8 semaines. Il dit ok, 1000 ballots divisé par 8. Ça fait quelque chose comme 125, à moins que je me trompe. Il dit que je vais produire 125 ballots chaque semaine. Au bout de 2 mois, il va se retrouver en train d'avoir le champignon chaque jour que Dieu a créé, sans sauter un jour. Or, il y a les gens ici que quand tu cultives le champignon, tu récoltes aujourd'hui, après on t'appelle même 3 mois, tu n'as pas le champignon. On t'appelle même 2 mois. Tu dis que non, je vais récolter dans 1 semaine, je vais récolter dans 2 semaines. Or, si tu planifies ta production de telle manière que chaque semaine, pour moi qui ai une championnière de 1000 ballots, je fais 125 ballots par semaine.
au bout de 2 mois, je continue la routine 125 ballots par semaine, 125 ballots par semaine. Au bout de 2 mois, je me retrouve en train d'avoir énormément de champignons et chaque jour, bon, quand je dis énormément, ça veut dire je récolte une certaine quantité de champignons chaque jour et qu'avec mes différents canaux de vente, je peux l'évacuer facilement. Or, celui qui va lancer 1000 ballots une fois, s'il arrive que ces 1000 ballots produisent d'un coup, il va se retrouver obligé de sécher. Or, celui qui va progressivement, il peut dire, ok, moi j'ai 2-3 clients là qui me vendent les bouchettes. Je vends peut-être 1 kilo de champignons dans les pili-pili. J'ai peut-être un cafétéria là qui me prend peut-être aussi 1 kilo de champignons par jour. Vous allez vous rendre compte que vous serez constant sur le marché et vous ne serez pas en train de perdre les clients. Or, parfois, quelqu'un même qui a gagné un marché, il se retrouve en train de perdre le marché parce qu'il n'a pas les produits de façon constante. Et c'est très important. Donc, si j'ai parlé il y a 1 heure de temps. S'il y a les questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit, on commence un peu à répondre à vos questions. Et s'il y a même des questions qui sont hors de ce qu'on s'est dit, n'hésitez pas de poser vos questions. Donc, si quelqu'un a une question, il lève juste la main et on lui donne la parole. On attend vos questions. Hein. S'il y a des questions, on répond à vos questions. Oui, monsieur Ewane. Vous désactivez votre micro pour qu'on vous écoute. On ne vous suit pas. Je ne vous suis non plus. Je ne vous suis pas. On ne vous suit pas. Où c'est mon volume? Essayez un peu de mettre peut-être le haut-parleur chez vous. Je ne sais pas, on ne vous suit pas. Je ne vous suis vraiment pas. Je ne sais pas si les autres vous suivent, mais moi pas. Bon, monsieur Wane, on ne vous suit pas. On va donner la parole à madame Micheline. Non, on ne vous suit pas vraiment. Ma mère, vous pouvez poser votre question, hein, madame Micheline. Ce n'est pas... Humide. Après, on fait lancement sera humide, rapide. Et on attend d'abord les primordiaux avant de commencer. Les premiers, déjà, la première coupe de champignons avant de commencer à arroser. Mais comment devons-nous comporter? Parce que comme j'ai les lancements humides, il faut que j'attende que les primordiaux, peut-être que je retire les ballons. Si j'ai plusieurs ballons, comment je dois faire? Donc, si j'ai une championnat de 300 ballons, comment je dois faire? Puisqu'il faut que j'attende que le primordial sorte, je retire avant que je commence à arroser. À quel moment, effectivement, je dois arroser? J'en ai terminé. Bon, déjà, quand on veut arroser les ballottes, vous savez, la salle de fructification demande beaucoup de travail. On a 2 options. Soit on organise nos champignonnières chaque jour, soit on n'arrose pas pendant la période des sorties de champignons. Qu'est-ce que je veux par là dire? Ça veut dire quand je suis en train de... En fait, mes premiers primordiaux sont sortis, je vais les déplacer, je les place peut-être en haut. Ceux qui n'ont pas encore sorti les primordiaux, je les arrose.
Quand ils sortent les prix mondiaux, je les reclasse. Donc, en fait, j'organise ma championnière pour éviter d'arroser les ballots qu'il ne faut pas arroser. Maintenant, quand vos ballots finissent de coloniser, euh, dans notre façon d'ensemencer, ça peut finir de coloniser, ça peut coloniser en 6 jours, mais vous laissez encore peut-être même 6 jours pour que le mycélium se multiplie beaucoup les filaments pour que ça soit bien colonisé. Vous scarifiez, vous commencez à arroser. Dès lors la sortie des primordiaux sortent, les champignons commencent à sortir, vous avez deux options. Soit vous organisez vos champignonnières chaque jour avant d'arroser, soit vous n'arrosez pas. Si vous n'arrosez même pas, ça va pousser, il n'y a pas de souci à ça. Ça va pousser normalement. Je crois que je réponds à votre question. Monsieur Ewanes, c'est comme si, Monsieur Ewanes, c'est comme si c'est mon baffle qui dérangeait. C'est pour ça que je vous suivais pas. Je l'ai corrigé. Je peux reprendre votre question? Oui, bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur. Je vous dis déjà merci pour le travail que vous abattez. C'est vraiment intéressant cet exposé. Ma question est la suivante. Je vais parler de la méthode de déshydratation de séchage des champignons. Ouais. Avez-vous un commentaire à faire là-dessus? Y a-t-il des moyens de sécher les champignons de façon assez recommandée? Et je vous pouvez faire un commentaire là-dessus. Bon, c'est vrai déjà que moi, j'encourage la vente du champignon frais parce que c'est à la portée de la ménagère. Mais pour celui qui sèche le champignon, la meilleure façon de sécher d'abord son champignon, c'est de le récolter au bon moment. Parce qu'il y a parfois, on récolte le champignon, c'est déjà fané, et puis quand on sèche, ça ne blanchit pas. Maintenant, ça dépend. Vous pouvez juste l'étaler sur une bâche que vous protégez, un peu comme je vois beaucoup le font, que vous protégez juste pour que les insectes, en fait, on met souvent une bâche, on met un grillage, on couvre pour protéger que les insectes ne viennent pas se poser dessus. Vous posez au soleil, ça va sécher. Ou encore, comme par exemple chez nous, nous avons un déshydrateur à charbon. Vous pouvez avoir un déshydrateur à charbon, vous mettez le feu, et puis, en fait, en ce moment-là, ça fume le champignon. Ça fait un peu comme du champignon fumé. Ça fait dégager l'odeur du champignon de telle manière que quand vous passez avec le champignon que vous avez déshydraté au feu, comme le poisson fumé, ça a une odeur qui est aussi pas mal attirante. Hein. C'est attirant. Mais moi, je pense que si on veut attaquer le panier de la ménagère, on doit venir au prix de la ménagère. Le prix de la ménagère, c'est quoi? Quand vous dites à quelqu'un que le champignon coûte 25 000 le kilo, ou encore vous vendez 100 grammes de champignons à 2500, la ménagère s'en fout que 100 grammes était 1 kilo. Elle voit juste que 2500 c'est un petit champignon et ça ne répond pas à son assiette. Elle trouve ça très cher. Or, celui qui vend le champignon frais et qui fait les paquets de 500, quand la ménagère va voir le paquet qu'il a fait à 500, il va l'acheter facilement. C'est vrai qu'on va dire la conservation. Oui. Si vous travaillez par exemple avec les poissonneries, vous n'aurez pas un problème de conservation. Si c'est vous-même qui développez vos différents canaux de vente et que je fais peut-être les pili-pili ou encore je vends le champignon dans ma réunion, le jour que je ne pars pas à la réunion, je mets mon champignon au congélateur chez moi ou au frigo chez moi. Le frigo garde bien le champignon. Je mets le champignon au frigo chez moi et quand je sors pour aller à la réunion, je livre. Le jour que je vais faire les pili-pili, j'ancre dans mon congélateur, je sors le champignon qu'il faut sortir et puis je livre, c'est tout. Monsieur, il a d'abord levé la main, c'est encore parti, ça m'est échappé. Voilà, monsieur Désiré, je crois que j'ai vu sa main. Oui, monsieur Désiré quoi? Je vous suis.
Monsieur Désiré Nkwame est toujours avec nous. Ok. Ok, oui, merci. Bonsoir Rodrigue et bonsoir à Tim. Ok, bonsoir monsieur. C'est vrai que je n'ai pas suivi toute la réunion, j'étais un peu en retard. Mais je voudrais simplement dire ici que oui. Allô? Oui, je vous suis. Oui, bonsoir. Je voudrais avoir, j'ai peut-être une ou deux questions. Je voudrais savoir. Oui. Je vous suis un peu. Oui, je vous suis depuis et j'apprécie votre méthode. Vraiment, vous avez vraiment révolutionné la méthodiculture. Ce que je voulais savoir aujourd'hui, c'est sur deux volets. Est-ce qu'on peut recycler avec votre méthode les ballottes qu'on a produites avec les fongicides? Les ballottes qu'on a produites avec les fongicides, est-ce qu'on peut faire le recyclage avec votre méthode? Ça, c'est la première chose que je voulais savoir. La deuxième méthode que je voulais savoir, c'est si vous avez une production que vous avez ensemencée, par exemple, et qui n'a pas bien colonisé, en fait, qui n'a pas pris, que vous avez l'impression qu'il y a des ratés. Est-ce que vous pouvez simplement recycler sans plus ajouter la sémence où il faut reprendre à zéro? Est-ce qu'on peut faire utiliser les ralphes? Est-ce qu'on peut faire cuire les ralphes 2 fois? Voilà mes deux premières questions, merci. Bon, déjà pour votre première question, oui. La première fois que nous recyclons nos ballottes, on n'était pas encore dans le 100% bio. Hein. Je crois qu'on a commencé le 100% bio en novembre 2022 et le recyclage a commencé en décembre 2022 et on a utilisé nos anciens substrats. Maintenant, en ce qui concerne le recyclage, nous avons deux formules de recyclage. Il y a ce que nous appelons la reconstruction des ballottes et il y a ce que nous appelons le recyclage. Le recyclage chez nous, c'est quoi? C'est qu'on reprend tout l'itinéraire technique. On reprend tout l'itinéraire technique quand on veut faire le recyclage. Ça veut dire, on va mettre les éléments nutritifs que nous mettons, on va pasteuriser, on va ensemencer, on va incuber et on va passer en fructification. Ça, c'est l'itinéraire technique ce que nous on appelle le recyclage. Maintenant, de ce que nous on appelle la reconstruction, ça veut dire quoi? On a récolté le champignon, on a fini peut-être nos 2, 3, 4 volets de récolte, on reprend ces ballottes, on les émiette, on ajoute certaines molécules et on les emballe encore dans les plastiques, on les remet sur les rayons et ça nous reproduit encore le champignon. Mais dans votre cas, ça ne va pas vous produire le champignon tout simplement parce que vous n'avez pas déjà fait coloniser normalement vos ballottes. Ça veut dire que vos ballottes sont déjà moisies. Si vous passez encore à la reconstruction de ballottes, c'est l'échec total. Et si vous voulez passer d'abord par le feu, mais vous savez que le feu tue le mycélium. Non, le mycélium est vivant. N'oublions jamais ça. Le mycélium est vivant. Donc dès qu'on le met dans le feu, on le tue. C'est-à-dire que dans votre cas de recyclage pour les ballots qui n'ont pas complètement colonisé, ce n'est pas possible. Oui, monsieur Roméo Kuete, je prends votre question. Bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas si je peux t'entendre. Oui. Et bonsoir à vous. Déjà, merci. Bonsoir. Merci pour cette plateforme, merci pour le groupe, merci pour l'initiative qui consiste à révolutionner le domaine de la myciculture au Cameroun. Donc, moi, je voulais savoir plus précisément, vous avez parlé, c'est vrai que j'ai pris en cours, mais je voulais savoir plus précisément les conditions. Déjà, la première question, c'est est-ce que dans la formation qui est prévue ce 25 du mois, on aura droit à un support sur lequel on peut se référer de temps en temps. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est comme ça, on va vite. Quand vous avez parlé, je me suis un peu perdu parce que vous développiez un peu beaucoup. Je me perdais plus qu'en même temps. J'étais en train de me déplacer, je roulais. Les conditions les plus idéales, ou la condition la plus idéale pour la
pour l'incubation, je voudrais très brièvement, et les conditions les plus idéales, très brièvement, quelles conditions, c'est-à-dire température, lumière, etc. Et les conditions, non. La deuxième question, c'était quelles sont les conditions les plus idéales pour l'incubation? Et ensuite, quelles sont les conditions les plus idéales pour la salle de fructification ou pour la période de fructification? Là, c'est les questions que je pouvais poser pour le moment en attendant une autre fois. Merci. Ok. Bon, déjà, pour les conditions idéales pour l'incubation, je vais dire que jusqu'ici, je ne connais pas quelqu'un qui est un champignon qui respecte les normes à 100%. Donc, nous battons à jongler, si je dois dire ça comme ça. Nous nous battons à jongler. Sinon, s'il faut regarder les conditions idéales pour une bonne incubation, il faudrait être à moins de 19 degrés. Là, vous serez en train de remplir les conditions idéales. Vous voyez qu'un moment pour être à moins de 19 degrés dans sa championnière, ça ne devient pas évident. Il va falloir soit faire intervenir la climatisation, soit. Ce n'est pas un luxe que tous les myciculteurs peuvent se permettre. Voilà pourquoi, pour essayer aussi de pallier à ça, nous avons commencé à ensemencer avec de l'eau. Parce que quand on ensemence avec de l'eau, ça garde la ballotte beaucoup plus fraîche. C'est-à-dire, les conditions de fraîcheur, d'humidité de la ballotte est complètement différente de la température ambiante. Ça, c'est le premier avantage. Maintenant, au niveau de la fructification, je vais dire, c'est presque pareil en termes de température, mais vous avez beaucoup plus besoin d'oxygène. Vous avez besoin d'avoir une salle beaucoup plus aérée. Et en ce qui concerne la fructification, on peut résoudre aussi un peu vite, on peut résoudre facilement ce problème, comme par exemple, à chaque fois quand on veut arroser, on arrose peut-être avec de l'eau glacée. Et pour avoir de l'eau glacée, c'est simple. Si quelqu'un a un congélateur, il sait que non, je produis mes glaces et à chaque fois quand je vais arroser ma champignon, je mets mes glaces, les glaces que j'ai produites dans l'eau et puis j'arrose mes ballottes avec. Ça change complètement la température de la salle. Ça vous met dans les conditions meilleures concrètement à ce que vous pouvez avoir au préalable. Je crois que je réponds à toutes vos questions là. Ou j'ai manqué quelque chose, comme si quelque chose m'échappait. Bon, on va prendre Madame Gladys. Madame Gladys, on vous écoute. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Merci beaucoup à l'EFA Group. Merci beaucoup, Monsieur Rodrigue, pour l'exposé, pour tous les conseils et les secrets que vous partagez avec nous. Bon, voilà. Ma question concerne la vente des champignons. Vous avez dit, vous parlez beaucoup dans le groupe du fait d'attaquer la ménagère, le marché de la ménagère avec les champignons. Donc, je m'attendais à voir, je m'attendais à ce qu'on parle de vendre des champignons, peut-être dans les marchés, un peu comme on vend les légumes. Donc, vous n'avez pas parlé de ça. Donc, je me demande si vous n'avez pas étudié ce marché et vous avez trouvé un problème à ce marché ou quelque chose. Vous n'avez pas pensé à vendre le champignon au marché même, comme tous les autres vivres, comme on va au marché, pour que la ménagère puisse aller au marché et puis faire ses achats. Et en prévoyant simplement la constance, comme vous avez exposé. Donc, voilà, c'est un peu ça ma préoccupation. Merci beaucoup. Merci. En fait, pour attaquer le marché de la ménagère, ça doit être un processus. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, quand quelqu'un vend le champignon et les producteurs, on n'a pas des commerçants neutres. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Maintenant, il faudrait qu'on attaque certains secteurs d'activité où la ménagère
peut se trouver. Un peu comme je disais, quand je parle par exemple des réunions avec les femmes, les ménagères s'y trouvent. Hmm? Quand je parle par exemple de poissonnerie, les ménagères s'y trouvent. Et au niveau de la conservation, on n'a pas trop de problèmes là-dessus. Maintenant, quand ça va prendre son ampleur, c'est en ce moment-là que on va attaquer de front tout le marché. On peut parler aujourd'hui, on dit, ok, on commence à attaquer le marché des champignons, comme on vend les légumes sur le marché. Je pense qu'on va pas vraiment s'en sortir. Ça serait un peu difficile, mais pas impossible. Ça serait un peu difficile parce que, pour dire vrai, moi-même personnellement, j'ai connu le champignon quand je me suis lancé dans la myciculture, à l'exception de quand j'étais petit, qu'on ramassait le champignon derrière la maison et que je me rappelle même plus la dernière fois que j'avais mangé ce champignon. C'est pareil. Et vous allez aussi voir, moi j'ai fait la sauvette avec le champignon. J'étais confronté à quel problème? Le champignon qu'on cultive là, ce n'est pas bon. Il y a les champignons toxiques. Donc, il y a toutes sortes de ragoûts qui tournent autour. Or, si on attaque des secteurs qui commencent à faire valoriser notre produit, comme on dit souvent, la règle de 80-20, on n'a que besoin d'attaquer 20% de la population, 20% des différents secteurs d'activité pour que les 80 autres pourcents s'alignent à nous. Je prends un simple exemple. Vous arrivez dans un marché qui a 10 poissonneries. Vous attaquez 2 croix et que vous mettez vos champignons là-bas. Les 7 autres vont dire que mais celui-là avant le champignon, ça passe. Le fournisseur même, c'est qui? En ce moment, on va commencer à chercher les producteurs de champignons. Donc, attaquons les marchés qui vont amener les gens à nous chercher. Et quand on va attaquer les marchés qui vont amener les gens à nous chercher, même les commerciaux externes qui ne produisent pas, qui ne sont pas producteurs, vont se lancer dans la vente de champignons. Tous ceux qui vendent le champignon au marché, tous ceux qui vendent le poulet, je voulais dire au marché, ne sont pas les éleveurs de poulet. Or, aujourd'hui, quand on voit quelqu'un vendre le champignon, s'il ne cultive pas, c'est que je me pose bien la question où il prend son champignon pour vendre. Donc, on n'a que les cultivateurs. Oui, monsieur Lévis Tchunke. Tchunte, je vous suis. J'espère que j'ai répondu à Gladys. Bonsoir, coach. Bonsoir, monsieur. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à toute la salle. Ouais. Ma préoccupation était ceci. Je ne sais pas, vous avez parlé tout à l'heure d'ensemencement avec l'eau. Là où je m'étais formé, on n'avait pas parlé de ça. Et je voulais savoir si c'est l'eau simple ou bien il y a autre chose qu'on augmente dessus. Et je voudrais aussi savoir si on ensemence justement seulement les ballots ou aussi les bocaux avec de l'eau. Donc c'était ça ma préoccupation. Bon, déjà, quand on parle de l'ensemencement, chez nous, c'est complètement différent de la formule que vous connaissez. Complètement différent, ça n'a même rien à voir. Et c'est aussi peut-être possible d'ensemencer avec les semences comme les ballottes avec de l'eau. Mais pour ensemencer les semences avec de l'eau, ça va prendre un énorme travail. Ça va doubler même le travail que vous aurez à faire. Et je ne trouve pas souvent nécessaire d'ensemencer les semences avec de l'eau, vu aussi que quand les semences sont en phase d'incubation, elles ne dégagent pas vraiment la chaleur. Vous allez vous rendre compte que vous réussissez plus sur les semences que sur les ballottes quand il s'agit de coloniser. Parce que les semences n'ont pas véritablement les mêmes problèmes que les ballottes rencontrent lors de la colonisation. N'ont pas véritablement les mêmes problèmes. Ils ont les problèmes à part. Oui, monsieur Tonfac. Monsieur Tonfac, vous avez levé la main. Ah, ok, il arrive.
D'accord, on va passer à une autre personne. Oui, monsieur Lévis, vous avez encore quelque chose à dire, on vous écoute. Vous m'écoutez? Oui, Oui, vous n'avez pas répondu à ma question. Je parlais par rapport à l'ensemencement même des ballots. Il faut ensemencer avec l'eau simple ou bien il y a autre chose qu'on met dans l'eau là. bon, nous, on met autre chose dans l'eau. Nous, on met les enzymes dans l'eau. On met de l'enzyme et on met du sucre. Ça, c'est ce que nous mettons quand on veut ensemencer avec de l'eau. Mais vous pouvez aussi ensemencer avec de l'eau simple, ça ne dérange pas. Ouais. Moi, Pardon? Ok. Comme je ne connais pas encore les enzymes, ou c'est les enzymes. Je vous ai dit tout, Comme je ne connais pas encore les enzymes. je vous ai dit tout à l'heure que le mycélium sécrète d'abord lui-même les enzymes pour pouvoir digérer facilement et décomposer son substrat. Ce qui fait que quand nous on met les enzymes dans l'eau pour pouvoir, c'est pour permettre au mycélium de décomposer son substrat facilement, c'est pour l'aider. Un peu comme tout à l'heure, j'ai dit, celui qui mange, quand on donne un pain sec de manger, la salive déjà c'est un enzyme. La salive déjà est un enzyme. Mais quand on l'accompagne peut-être ce pain sec là avec de l'eau, il mange encore ça beaucoup plus facilement, concrètement à celui qui mange le pain dur. Donc c'est beaucoup plus facile. Je crois que ça répond à vos questions maintenant. Non, ça va, coach. Ok. Oui, monsieur Tonfac. On est avec toi. Enzyme, peut-être la question que j'avais insistée, je ne jamais pas l'enzyme. Monsieur Tonfac, si tu es là, on t'écoute. Bon, c'est comme s'il n'est pas avec nous. Monsieur Roméo a encore une question. On répond. Je crois que il faut qu'on pense à se séparer. Oui, j'ai une question. Merci. Non, déjà, c'était pour demander, dans mon intervention de tout à l'heure, je demandais s'il y a un support qu'on aura pendant la formation qui est programmée pour le 25 de ce mois. Ah, je crois que c'est même la question là que j'ai cherché encore dans ma tête. Je me suis un peu perdu. Bon, en réalité, on n'a pas encore fait de support. En réalité, parce que moi, j'avais dit à mon équipe que c'est pas le travail que c'est moi qui dois faire. J'ai déjà ma part des tâches que j'abats et puis c'est à eux de faire le reste. Mais néanmoins, qui est le support ou pas, le suivi chez nous a une durée indéfinie. Ça veut dire que quand quelqu'un se fait former chez nous, on ne dit pas que non, c'est 2 mois de suivi ou c'est 1 mois de suivi, non. C'est qu'on ne va pas atteindre nos objectifs. Notre objectif est de mettre le champion dans le panier de la ménagère. Ce qui fait que du jour d'aujourd'hui, quand un mycéculteur avec qui on travaille a un problème, on essaie de répondre ou apporter une solution à son problème dès que possible. C'est un peu comme ça que pour le moment nous travaillons. Ça veut dire quoi? Si vous vous lancez à travers le FAGO, le jour même que vous décidez de lancer la production, minute après minute, on peut être ensemble en train d'évoluer sur votre production, même par WhatsApp, sans problème. Je pense que ça répond à votre question. Oui, monsieur Lévis, je crois que vous avez encore quelque chose à dire. Monsieur Lévis a encore levé la main. Oui, coach. Oui, on vous Allô? Oui, on vous suit. Oui, mais disais tantôt, l'ensemencement, comme on nous a toujours fait croire qu'il faut toujours ensemencer autour de la flamme. Pour ensemencer avec de l'eau, il faut toujours passer par la flamme.
Nous, personnellement, l'enseignement, c'est pas autour de la flamme. C'est un détail là-bas. En principe, Ok, coach, c'est compris. en principe, l'état des semences ou la flamme est crucial. Crucial, dans quel sens? Dans le sens où quand on fait les B0, ça a besoin d'un certain environnement et vous savez aussi que quand on met la flamme, ça chasse les insectes, les trucs là. Quand ils arrivent dans un endroit chaud, ils se retirent, c'est la B0. À l'exception de la B0 que nous on ensemence dans un box et avec autour d'une flamme, que ce soit les B1, B2, B3, ballot, non, 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 on ne fait pas avec la flamme. On ensemence tout simplement sans problème. Ok, c'est compris, coach. On va encore prendre deux questions. S'il y a encore les questions, on prend deux questions. On va se dire un petit mot. Monsieur Rodrigue, s'il vous plaît. Oui, monsieur Roméo. Concrètement, je voudrais savoir, je voudrais savoir ce que je vais apprendre ou encore ce que je vais gagner en faisant cette formation. Les choses qui m'intéresseraient le plus, c'est déjà ce que vous avez dit, c'est-à-dire utiliser et réutiliser le même substrat pendant près de 2 ans. Là, c'est très captivant. Mais j'ai aussi un souci. Est-ce qu'on apprendra à multiplier les semences, à faire son B0 soi-même? Au fond, de ne plus dépendre. Parce que il y a une vérité, c'est que quand un producteur ne maîtrise pas la provenance de sa semence, ou alors ne gère pas lui-même sa semence, il est toujours dépendant. Je ne sais pas si dans la formation là, il y a aussi une phase pour ça où on apprendra à faire nos semences nous-mêmes. Merci. En fait, nous avons 3 modules de formation en ce qui concerne la culture des champignons. On a le module complet qui est la production de la B0, la B1 et la multiplication des semences et les ballots qui coûte 150 000 francs. Ça, c'est le module complet. Maintenant, on a le module où l'apprenant commence par la culture sur céréales. Donc, il achète plutôt les B0, il fait les B1, multiplication des ballots jusqu'à la culture, la vente. Ça coûte 100 000 francs. Mais la formation de 50 000 francs, c'est la multiplication de la semence, la culture des champignons et la commercialisation. Elle n'est pas complète. Donc, si quelqu'un trouve qu'il voudrait faire une formation complète, il est le bienvenu. Nous, on ne cache rien. Nous sommes là au concret pour démystifier la myciculture. Donc, ça veut dire si quelqu'un veut un savoir, nous sommes prêts à le transmettre le savoir dont il a besoin. Et comme on dit souvent, le savoir coûte cher. Mais dès lors où vous maîtrisez la formation complète en myciculture, je peux vous assurer que vous serez en train de vous amuser quand vous travaillez. Parce qu'elle ne vous coûtera plus rien. Aujourd'hui, on peut utiliser le même substrat autant de fois que possible. Donc, les seules choses que moi j'achète chez moi quand je travaille, c'est le maïs, quand je vais faire les B1. C'est le bois de pasteurisation. Et même mes ingrédients pour faire mes B0, je l'ai acheté il y a 2 ans aujourd'hui. Donc, c'est pas quelque chose qu'on achète chaque jour. Et ça coûte 3 fois rien. Ça ne représente en fait rien. Tout à l'heure, je vous ai dit, une semence B0, en réalité, sur le marché, elle coûte 20 000 francs. Mais nous vendons à 10 000 francs. Mais si je vous dis le coût de production d'une semence B0, ça va vous frustrer. C'est maxi 500 francs. Mais on vend à 20 000 francs sur le marché. Une production des semences B1, tout à l'heure, on vous a dit que c'était dans les 100 francs la semence. Donc 400 francs pour faire 4 semences. Or, sur le marché, elle coûte 10 000 francs. Bien que nous, on vend à 5 000. Mais j'ai souvent l'habitude de dire que, en réalité, je comprends les prix élevés des semences B0, B1. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un vous achète un B0 aujourd'hui,
il peut faire encore pratiquement même 2-3 mois, il ne vous achète plus une semence. Donc si quelqu'un vient et que vous le vendez ça à 1000 francs, vous allez manger 500 francs pendant 2-3 mois. Et ce n'est pas évident. Voilà pourquoi ces étapes de semences coûtent un peu cher. Mais sinon, le coût de production, vraiment, c'est zéro. Donc, si quelqu'un décide aujourd'hui de se lancer sur la production de la semence B0 et qui paye sa formation à 150 000 pour avoir une formation complète, le temps, avant qu'il ne pense à acheter 20 semences B0, il serait déjà ancré dans ses frais. Sans compter que la possibilité de produire autant que possible les semences, il aurait cette possibilité, sans compter aussi qu'il pourrait vendre les semences aussi à qui veut l'acheter. Donc, ça a tous ses avantages. Je ne sais pas s'il y a encore une dernière question. Monsieur Tonfak a d'abord levé la main, après il est parti. S'il y a encore une question, si tu as encore ta question, prends ta question et puis on va se séparer. Vous m'écoutez? On te suit très bien. Ah, merci. Tout à l'heure, là, j'ai eu des soucis de connexion. J'étais obligé de relancer tout à zéro. Déjà, le FAA, merci beaucoup pour le travail que vous abattez pour la filière musicole au Cameroun et en Afrique. Donc là, je suis Tonfak, également musiculteur. Je vais juste intervenir sur... C'est comme si on n'était su plus. Donc, vu déjà l'expertise de mon collègue, je ne doute pas que la présentation était assez intéressante. Donc, je vais juste ajouter 2 éléments au niveau du monsieur qui a posé la question sur le séchage. C'est que, une information, c'est que si vous voulez faire un bon séchage, comme monsieur Rodrigue l'a dit, non seulement sécher le champignon au bon moment, mais plus précisément lorsqu'il est encore jeune. Il ne faut pas que le champignon que vous choisissez de sécher soit celui que vous avez voulu vendre frais, mais que vous n'avez pas réussi à le faire. Non, dans votre stratégie commerciale, vous devez prévoir que je cultive pour vendre sec. Et là, vous allez mieux outiller, vous serez mieux outillé pour faire le séchage de vos champignons. Et pour ce qui est de l'incubation, c'est très difficile de prévoir une incubation parce qu'on ne travaille pas déjà dans les mêmes environnements. Les températures peuvent être données, mais les respecter est extrêmement compliqué. Un producteur qui travaille à l'ouest ou à Yaoundé n'a pas la même réalité que celui qui est à Bertoua ou à Angaoundé. Donc, en fonction de l'espèce que vous allez choisir, c'est cela qui pourra vous guider sur le canevas que vous allez utiliser pour la suite. Déjà, merci, je remercie encore une fois pour le travail. Ok. Merci bien, monsieur Tonfak. Bon, je crois qu'on s'est battu de parcourir un peu tous les points. Et je peux vous assurer que si vous voulez réussir en myciculture, il faudrait d'abord penser à minimiser les coûts de production. Et pour minimiser les coûts de production, il faut commencer au moins par la B1. Parce que quand on commence par la B1, on a cette marge-là de pouvoir vendre le champignon à combien on veut. Donc, en fonction maintenant de sa cible, du marché qu'on a travaillé, la position qu'on a pris. Parce que celui qui va se positionner comme un industriel, ce n'est pas celui qui va se positionner comme quelqu'un qui veut vendre 2-5 kilos de champignons par jour. Et celui qui veut vendre en tant qu'industriel ne peut pas vendre au même prix que celui qui veut vendre 2-3 kilos de champignons par jour. Ça devient totalement ridicule. Mais que cela ne tienne, celui qui se positionne comme un industriel, il faudrait qu'il soit capable de couvrir ses charges en fonction de sa position. Et celui qui se positionne comme quelqu'un qui va vendre au consommateur final, qui soit aussi capable de se faire du beurre. Et je crois que nous tous, nous savons que c'est quand on va au consommateur final qu'on gagne plus d'argent parce qu'on gagne l'argent sur le kilo. Or, quand on se positionne comme un industriel, on gagne l'argent sur la quantité vendue. On ne gagne pas sur le kilo parce que sur le kilo, on ne gagne presque rien. Mais c'est quand on vend plusieurs kilos, voire même tonnage, qu'on se retrouve en train de se faire du bénéfice.
en fonction de sa position, on travaille aussi le marché. Et l'avantage que vous pouvez aussi avoir, c'est que peu importe la position que vous deviez avoir en myciculture, on pourrait vous aider à créer vos marchés, on pourrait vous aider à mieux vous outiller quand il faut attaquer le marché. Bon, vraiment, je vous remercie d'avoir assisté à ce petit meeting. C'est vrai que elle est beaucoup plus théorique, mais je pense quand même que nous avons beaucoup appris de l'un comme de l'autre. Et merci vraiment. Donnons-nous rendez-vous sur notre plateforme pour continuer. Et bonne soirée à vous.